les références sur les centres équestres avaient commencé à être abordées il y a 1 an ou 2 ans, quand on a augmenté la dimension du dispositif référence. Au départ, c'était un dispositif qui ne concernait que l'élevage, volontairement, politiquement, ça ne concernait que l'élevage, mais rapidement, on a éprouvé le besoin d'étendre ce dispositif à la valorisation des chevaux. Et je pense que le propos de Jérôme Pavie et de Loïc Madeline ce matin ont montré l'importance d'une diversification vers l'utilisation des chevaux. Et dans le besoin de référence, il y a du conseil au quotidien, comme le disait Louis tout à l'heure, mais il y a également des références pour l'installation ou la diversification des structures en place. Et aujourd'hui, quand on regarde la demande qui est faite de dossiers d'études pour l'installation, c'est surtout sur cet aspect centre équestre, écurie de pension de valorisation qui a nécessité d'apporter des références pour le montage des dossiers. Les résultats que je vais vous présenter sont les premiers résultats issus du nouveau dispositif mis en place sur des chiffres 2010 avec des remontées de données à l'automne 2011. Ce dispositif n'est pas au complet puisqu'on vous a dit qu'il y avait 201 ou 202 ou 203 structures qui avaient pu être analysées ce matin dans les dossiers, sur un total qui est prévu à 300 à l'avenir. N'empêche que nous disposons déjà d'informations consolidées sur 50 établissements équestres, en parlant à la fois de centres équestres, mais aussi de fermes équestres, et on verra un peu les limites ou les nuances qu'il y a entre ces deux types d'établissements. La localisation des établissements suivis est essentiellement en zone rurale, puisque sur les 55 établissements dont nous avons à la fois des données techniques et économiques, 42 se trouvent en zone rurale, 10 sont situés en périphérie des villes, et pour 3, malheureusement, je n'avais pas la localisation, il en reste 3, comme ça, dont il faudra préciser la localisation. Dans les activités déployées, il y a de l'enseignement essentiel, sinon seule activité dans cette structure, de l'enseignement lié à la compétition, à la préparation des cavaliers ou à l'accompagnement des cavaliers dans 28 structures, de l'enseignement qui a aussi une activité importante sur les randonnées, l'accompagnement de groupes à la saison propice dans 11 structures, et uniquement une activité vers la randonnée dans 7 structures. Pour définir un peu la taille des structures suivies, ce sont des structures qui emploient à peu près 3 unités de main-d'œuvre à l'année à temps complet, des dimensions un peu plus grandes en zone périurbaine, un peu plus petites en zone rurale, liées plus particulièrement aux structures qui proposent de la randonnée. Donc nous sommes à un tout petit peu moins de 3 unités de main-d'œuvre au total. Sur ces 3 unités de main-d'œuvre, 1,3 sont des chefs d'établissement, comme on est en activité agricole, on va dire des chefs d'exploitation, un peu plus de 1,3 en zone rurale, et alors je ne sais pas si c'est le hasard, en zone périurbaine, on a plutôt des structures à un seul chef d'exploitation, un gérant de la structure et du personnel salarié, comme on va le voir. Il y a une différence un peu
de structure juridique de l'établissement entre ces deux zones. Ce sont des structures qui emploient de la main-d'œuvre, puisqu'on a un peu plus d'une UMO salarié par structure en moyenne. Et là aussi, contrairement à ce qui vient d'être observé, où il y avait moins de chefs d'exploitation en zone périurbaine, il y a plus de salariés, il y a presque le double de salariés en zone périurbaine. Ce qu'il faut noter, c'est que 20% de cette main-d'œuvre salariée est de la main-d'œuvre saisonnière qu'on ne rencontre pas dans les établissements classiques d'enseignement de zone rurale, mais qu'on retrouve dans deux autres zones ou dans deux autres types de structures, que sont d'une part les établissements périurbains, 20% de main-d'œuvre salariée et de la main-d'œuvre saisonnière, ou dans les établissements qui proposent de la randonnée, où là aussi on a à peu près 20% de la main-d'œuvre qui est de la main-d'œuvre saisonnière. Donc on voit dans les deux cas le besoin de faire face à certaines périodes à une activité plus importante. Et puis, chose qu'on avait déjà relevée, il y a 6 établissements sur 10 qui ont recours à de la main-d'œuvre bénévole. Elle se trouve dans tous les types de structures, à peu près au même niveau. Elle représente un demi-temps plein quand on prend toutes les structures confondues, c'est-à-dire 0,8, 0,9 temps plein en moyenne dans les structures qui ont recours à cette main-d'œuvre bénévole. Alors, quand on emploie le terme de main-d'œuvre bénévole, c'est de la main-d'œuvre, bien sûr, qui, je l'espère, du moins est efficace, mais qui ne perçoit pas de rémunération sur la structure. C'est le cas classique dans les établissements que je connais, de type notoirement agricole, parce qu'on rencontre cette situation dans de nombreuses exploitations agricoles, de parents qui sont en retraite, mais qui continuent à une activité quasiment à temps plein, du moins quand ils sont jeunes retraités, sur la structure. Ça peut aussi être des conjoints qui apportent leur contribution à certains moments. Ça va être important dans les résultats et dans l'expression des résultats économiques. Toujours pour préciser la dimension, 35 à 50 équidés sur ces structures. Vous avez compris que les structures en milieu rural qui ont des dimensions moindres ont un peu moins d'équidés, sont à 35 équidés, dont 25 à peu près de clubs. Ça veut dire qu'il y a 10 équidés en pension par ailleurs, et en zone périurbaine, une cinquantaine, dont 35 de clubs et 15 en pension. Et ceci sur des surfaces qui ne sont pas négligeables. Souvent, quand on pense centre équestre, on pense beaucoup centre équestre quasiment hors sol ou sur des structures petites. Là, dans le choix des établissements suivis, globalement, il y a une surface, je ne dis pas énorme par rapport à l'exploitation agricole classique, mais non négligeable, de 30 à 40 hectares. Pardon, je peux vous demander une précision. Est-ce que c'est un hasard où vous avez plus de surface dans les clubs qui sont en zone périurbaine qu'en zone rurale? C'est une tendance ou c'est un hasard dans l'échantillon statistique? Ça peut être un hasard parce qu'on aurait pu trouver des structures périurbaines avec peu de surface, mais c'est le constat de notre échantillon. Alors, je ne sais pas, par la suite, on peut faire une petite enquête parce qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui suivent des exploitations. Peut-être qu'on pourrait leur demander. On aurait pu trouver aussi, et il y en a dans l'échantillon des structures qui ont très peu de surface, parce que derrière ces chiffres, il y a une grande diversité, et il y en a qui ont très peu de surface, mais c'est assez surprenant de voir cette taille en zone périurbaine, où le foncier est quand même très cher, et où l'accès au foncier n'est pas facile, parce que l'agriculture classique n'en libère pas beaucoup,
et la pression démographique, la pression du foncier est quand même importante. Louis nous disait 100 000 € de chiffre d'affaires par unité de main-d'œuvre. En moyenne, nous sommes à 41. Nous voyons que les établissements les plus nombreux en enseignement compétition sont en moyenne à 49 000 €. Voilà, une première dimension. Par UMO total, c'est-à-dire que nous avons là non seulement les responsables de structure, les chefs d'exploitation, mais la main-d'œuvre salariée, mais également la main-d'œuvre bénévole. Tous les chiffres que je vais vous donner sont par rapport à une main-d'œuvre totale, comme s'il fallait rémunérer tout le monde. Ça va être aussi le choix de mon exercice. Et première chose, on voit que ce produit par UMO est plus faible dans les systèmes qui pratiquent assez fortement la randonnée. Quand on prend toutes ces 55 structures, on voit que le produit de l'atelier est lié à l'activité d'enseignement, les cours individuels ou de groupe. J'ai mis là-dedans les adhésions aux structures, parce que souvent il y a une adhésion de départ pour pouvoir bénéficier de l'enseignement, les stages qui sont réalisés à certaines périodes, le passage des examens. C'est à peu près un peu plus de 50% dans les établissements largement orientés vers l'enseignement, c'est 55%. Le reste est lié pour un quart aux pensions et puis des produits divers qui peuvent être des produits d'élevage et des ventes de chevaux, des commissions, on en voit quelques-unes. Dans certains établissements, c'est quand même important. Puis après, il y a de la prestation qui représente globalement, en moyenne, peu de choses. Ça peut être important dans une structure ou l'autre. C'est du travail de chevaux, du débourrage ou du travail de préparation de chevaux pour des cavaliers. Globalement, ça ne représente que 2%. Je m'attendais à ce que ça représente plus. Et puis, il y a des dimensions dans certaines structures qui peuvent être très importantes. C'est l'hébergement et une activité qu'il faudra préciser qui s'appelle tourisme, qui peut recacher beaucoup de choses, mais là, ça devra demander des investigations plus qualitatives dans les structures. Nous avons vu 41 000 de produits. Quand on enlève les charges opérationnelles et les charges de structure hors amortissement, hors frais financiers, mais également toutes les charges liées au salaire à la MSA, charges sociales et charges de main-d'œuvre de personnel salarié, entre autres. On arrive à peu près à moitié, 22 000 d'excédents bruts d'exploitation pour rémunérer la main-d'œuvre, pour rembourser les annuités et pour autofinancer des investissements qui ne seraient pas payés pas couverts par un emprunt. Ces moyennes sont assez peu différentes entre nos différents types d'établissements, à l'exception, là aussi, des établissements qui proposent de la randonnée, qui avaient déjà un produit plus faible qui n'est pas compensé dans les mêmes proportions par une réduction des charges. Et là, on a des données un peu plus faibles, en particulier dans les structures d'enseignement et randonnée. Vous voyez que la randonnée pure à 21 000 €, elle a des charges beaucoup moins importantes. Et puis, quand on enlève les annuités de l'ordre de 4 000 €, on ne change pas la face des choses, sinon que les chiffres sont plus faibles et que ce qui va rester pour couvrir les salaires, les charges salariales et pour autofinancer est en moyenne de 18 000 €. Tout à l'heure, on disait c'est l'équivalent d'1,5 SMIC annuel si on ne prend pas les charges sociales dessus. Ce chiffre-là est d'un peu plus d'un SMIC
quand on prend les charges sociales. Mais là aussi, vous voyez l'énorme dispersion des résultats, mais quand on suit nos affaires, c'est monnaie courante, on est toujours dans des gammes d'écart immenses, puisqu'on a 3 structures à moins de 5 000 € de disponibles, comme je l'ai défini précédemment, par UMO, et puis on en a une qui est à plus de 40 000, avec beaucoup de structures entre 10 000 et 25 000, les plus nombreuses étant situées entre 15 et 20 000, c'est normal, ça correspond à peu près à notre moyenne de 18 000. Pour dégager du revenu disponible par UMO, eh bien, c'est évident, il faut du produit, et vous voyez une liaison quand même très très forte entre le produit par UMO et le disponible par UMO. Donc, c'est le propos qu'on tenait déjà ce matin et dont on a eu un autre écho tout à l'heure par Louis Sagot, c'est que la première chose, il faut dégager du produit par UMO. Ce n'est pas suffisant. Et de manière peut-être la plus caricaturale, regardez ce point à droite de votre tableau et en bas du tableau, 85 000 de produits par UMO pour un point, vous me direz une exception, mais elle est quand même là, et 7 000 € de disponibles par UMO. Bon, je ne suis pas allé rechercher quelle structure était dans ce cas-là et quelles étaient ses caractéristiques, c'est très possible, et puis on peut interviewer les personnes qui les suivent, mais on voit là qu'il y a une autre dimension avec une liaison également très très forte. Il ne s'agit pas seulement de dégager du produit par UMO, mais il faut le faire en maîtrisant les coûts. Et on voit très bien la même corrélation forte entre le disponible et l'efficacité économique qu'on a l'habitude de mesurer dans nos affaires directement par le disponible sur produit brut en pourcent. Il varie entre 5% et tout près de 70% ce disponible sur produit brut. Vous voyez la plage de variation qui montre toutes les marges de progrès qu'il peut y avoir, et en particulier les marges de progrès sur les charges opérationnelles. On a la même liaison qui serait exprimée de manière négative entre le niveau de charge proportionnelle sur le produit brut et le disponible. À l'inverse, c'est beaucoup plus confus pour les charges de structure parce qu'elles sont beaucoup plus liées aux installations, au fonctionnement. Elles sont pour une bonne part incompressibles ou subies et on n'a pas du tout cette même liaison sur les charges de structure. S'il y avait un poste qu'il fallait regarder dans tous ces postes de charge, c'est le poste matériel et entretien du matériel qui est relativement élevé et qui varie là dans des proportions assez importantes entre structures. En conclusion, je dirais que si les revenus économiques moyens sont supérieurs à ceux d'autres activités, et je pense en particulier à des activités qu'on a fortement détaillées au cours des années dernières, dont on a reparlé ce matin, que sont les activités d'élevage, elles méritent d'être confortées. Deuxième conclusion, c'est que c'est une première esquisse sur des chiffres globaux, sur des chiffres bruts, qu'il va nous falloir étayer, expliquer par des recours sur le terrain et par des approches plus qualitatives au sein des équipes régionales. Je vous remercie de votre attention.